Je compte sur vous. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment ressembler aux parents qu'on aimerait être, comment gérer à la fois les bouleversements de la parentalité, l'image qu'on a de soi comme parent et les injonctions sociales. On posera la question à Natacha Butzbach, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, toute cette semaine, nous révisons notre culture générale sur le thème des Gaulois. Question du jour, dans Vercingétorix, que signifie le suffixe rix? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Dominique Garcia. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Les années collège s'intéressent aujourd'hui au foot. Comment les maillots ont trouvé leur place dans la cour de récré. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Natacha Butzbach, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue spécialisée en périnatalité et accompagnement parental, autrice depuis 2018 de La Curiosité Bienveillante. Ça a d'abord été un blog, c'est aujourd'hui un compte Instagram et vous publiez aux éditions Hatier Parents un ouvrage au titre prometteur, Devenez le parent que vous souhaitez. Et vous l'ouvrez par un rappel qui peut sembler un petit peu contre-intuitif quand on a en tête une expression comme instinct maternel. En fait, parent, c'est ni spontané ni naturel. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que je voulais mettre en évidence ça dans le livre, c'est que on peut avoir tendance à se dire, à partir du moment où on a des enfants, on est parents et que ça va se faire tout seul, mais malheureusement, aujourd'hui, on sait que ça prend des connaissances, ça prend des compétences et que ne pas les avoir peut vraiment gréver cette faculté qu'on a de relationner avec nos enfants et aussi de pouvoir leur transmettre les valeurs qu'on a aussi. Et donc, l'idée, c'est de me dire, non, en fait, il n'y a pas, en effet, d'instinct maternel. Ce serait très essentialisant comme point de vue par rapport aux femmes, puisque, en fonction de son histoire, etc., on peut appréhender la parentalité et la maternité très différemment. C'est pas naturel, dites-vous, et ça rebat surtout beaucoup de cartes. C'est ce qu'on appelle entre autres la matrescence. De quoi s'agit-il, ce terme de matrescence que vous définissez? Alors, la matrescence, c'est vraiment la façon dont on devient parent, et c'est tous les bouleversements qui constituent le devenir, là en l'occurrence le devenir mère, il y a aussi une patrescence, dont on parle un peu moins d'ailleurs. Mais en gros, c'est tous les chamboulements qui soient physiologiques au niveau du cerveau, mais aussi physiques, psychiques du devenir mère. Concrètement, c'est la place dans la famille, le rapport aux parents, les attentes avec eux. Je ne vais pas faire toute la liste, on la trouve dans le bouquin. Tiens, j'en profite pour vous montrer le bouquin. Regardez, c'est super vivant, c'est super illustré, il y a plein de couleurs, d'aide à la lecture. C'est un ouvrage qui est également très, très agréable à lire. Alors, un des premiers conseils que vous donnez, mais qu'on retrouve dans beaucoup de passages du livre, c'est de parler des difficultés quand on en rencontre, parce que ça remue émotionnellement la parenté. Il ne faut pas garder pour soi. En fait, c'est comme tout. Dans le quotidien, globalement, à partir du moment où on met des mots sur nos mots, ça permet que ça ne reste pas, que ça ne se fiche pas et qu'on puisse chercher des solutions. Parce que très souvent, dans la parentalité, comme il y a un peu cette pensée que c'est naturel, que c'est censé être facile, dès qu'on rencontre des difficultés, on va se heurter à parfois des jugements, en tout cas à la peur du jugement, et on peut se retrouver un peu coincé dans les mêmes problèmes, tourner en boucle, alors que si on osait ouvrir un peu le sujet, si on osait chercher de l'aide, on pourrait plus facilement sortir de cercle vicieux. Vous citez un certain nombre de craintes qui peuvent émerger au moment où on a un enfant, craintes spécifiques, l'une d'entre elles s'appelle la phobie d'impulsion. Oui. Et alors j'ai découvert en vous lisant qu'elle concerne les 3/4 des jeunes mères. Oui. On va déjà la définir. Oui, alors une phobie d'impulsion, ce sont des pensées intrusives qui consistent en une crainte de faire du mal à soi-même ou à ses enfants. Alors ça peut arriver pour soi-même, mais c'est là en l'occurrence, c'est attrait aux enfants. Et donc on peut avoir en effet peur. Quelque chose de très typique, c'est un enfant qui pleure par exemple, et d'un coup on a peur de le jeter par la fenêtre. Et on va avoir l'image mentale de l'enfant qu'on jette par la fenêtre. Ouais. Ou alors, on prend d'un coup un escalier et on se dit « Mon Dieu, mais en fait, ça se trouve, je vais le laisser tomber ». Alors ça, c'est les images les plus, les plus soft. Alors, c'est déjà pas soft, mais il peut y avoir aussi des couteaux de cuisine. Oui, ça passe du tout votre truc. Non, mais alors, parce que ça peut aller plus loin aussi. C'est qu'en fait, dans les familles où il y a de l'inceste, ça peut avoir attrait jusqu'à même... Mais ça, c'est pas les 3/4. Non, voilà, c'est ça. Mais c'est dans certaines situations. En fait, ça constitue aussi des phobies d'impulsion, d'avoir peur de faire du mal à son enfant sur ce plan-là aussi. Et ça, on n'en parle quand même pas souvent. C'est extrêmement tabou. Une bonne raison d'en parler, c'est de dire que si ça concerne 3/4 des jeunes mères, il n'y a pas de quoi avoir honte et c'est bien d'en parler. C'est de l'anxiété, en fait. C'est une manifestation anxieuse. Voilà. Moins fréquent, mais potentiellement très handicapante, la dépression anténatale et postpartum. Oui.
Mais là encore, les chiffres sont quand même importants. C'est une minorité, mais une minorité significative, 10 à 30% des jeunes parents. C'est ça, en fait. Et alors, la dépression anténatale, donc celle qui arrive pendant la grossesse, est un facteur de risque supplémentaire pour la dépression postpartum. Et la dépression postpartum, en effet, touche beaucoup de mères, de par le contexte sociétal dans lequel on évolue, et avec le problème de l'isolement et le problème du cadre social de la parentalité aujourd'hui, où beaucoup de mères sont laissées dans ce rôle essentialisant, où forcément vous êtes mère, forcément ça va être facile, donc débrouillez-vous. Et si vous avez des difficultés, c'est quand même qu'il y a un truc qui déclenche chez vous. Et donc, comme on ne parle pas et comme on n'ose pas dire forcément cette difficulté tout de suite, ou que personne ne pose la question, on garde ce truc-là en notre fort intérieur et ça peut très vite en fait se dégrader très fort au niveau de la santé mentale. Et on aura compris que c'est pas une bonne idée. Quand on a un enfant, on va lui porter attention, c'est bien normal, c'est même recommandé. Mais on peut aussi tomber, écrivez-vous, dans l'hypervigilance. Oui. Maternelle, et ça, c'est pas génial. Non, alors l'hypervigilance, ça peut aussi se déclencher après un accouchement traumatique ou après des choses comme ça où vraiment on rentre dans... peur. Il y a vraiment des peurs qui restent comme ça, où on n'arrive pas à décrocher du tout de son rôle de parent, mais au point où même on ne peut ne plus dormir. Et donc là, on va avoir un vrai problème de la santé mentale. Quand on ne dort plus, ça ne fonctionne pas. Et puis quand on a l'impression d'avoir tout le temps, d'avoir les yeux partout, c'est insupportable à vivre au quotidien. Et donc ça aussi, c'est un critère, un symptôme vraiment de prise en charge rapide pour éviter d'avoir un gros problème à long terme. Je termine avec les craintes, parce qu'il n'y en a pas que pour les craintes dans votre livre. Il y a aussi des tabous, et pas seulement des craintes, au premier rang desquels le regret maternel. Oui. Et ça aussi, on n'en parle pas. Finalement, je ne suis pas content d'avoir eu un enfant. C'est ça, on n'en parle pas parce que c'est très mal vu, puisque l'enfant est là. Mais les sentiments demeurent, les sentiments existent, ça existe de se dire « Oh là là, mais si j'avais su, en fait, je ne le referais pas ». Et ça ne veut pas dire, et c'est ça qui est compliqué, c'est que souvent les parents n'osent pas le dire parce qu'on a l'impression que ce qui est entendu, c'est « Ah, mais en fait, vous n'aimez pas votre enfant ». Alors, ce n'est pas du tout le sujet, c'est vraiment le fait de... En fait, le rôle de parent, le rôle de mère, en l'occurrence, là, dans la société telle qu'il l'organise aujourd'hui, est extrêmement compliqué. Et si j'avais su que ce serait si compliqué, je ne l'aurais pas fait. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour des enfants. J'insiste depuis le début de cet entretien sur les mères, mais je le fais parce que vous le faites aussi. Vous vous en expliquez, c'est sur elles que pèse le plus de pression, le plus d'injonctions. Des injonctions sociales, j'aurais pu dire sociétales et pas seulement sociales, mais enfin bref. C'est dur, hein. Oui. Plus dur qu'avant. C'est plus dur qu'avant, je pense, parce qu'on est moins soutenu, on est moins entouré, de moins en moins, et que malheureusement, il y a une espèce on nous laisse de plus en plus de place, un peu comme si ça libérait, mais en réalité, on n'a pas forcément plus de ressources pour faire les choses correctement. Alors, pas forcément plus de ressources. Vous parlez de ça, hein, vous dites que ces pressions, elles sont particulièrement fortes parce qu'on est, je vous cite, la première génération de parents à avoir accès à autant de connaissances sur le développement infantile. On pourrait se dire que c'est une super nouvelle. Hein. Mais c'est une super nouvelle. Mais le problème qu'il y a, c'est comme on n'a pas plus de ressources, comme la société, avec ses connaissances, ne met pas de moyens pour aider les parents à intégrer ces connaissances dans le quotidien, ça fait reposer le changement relationnel avec les enfants et le changement éducatif uniquement sur le parent qui, lui, a son background, a la structure sociale dans laquelle on vit, et donc ça peut créer des choses complètement antinomiques, et donc extrêmement dans plein de dissonances cognitives, dans plein d'anxiété, etc. Je continue sur les problèmes, j'ai un peu menti un mot, parce qu'on en a parlé récemment sur ce plateau du baby clash, ou au minimum de la fragilisation potentielle du couple. Ça encore, c'est un non-dit et un non anticipé. Oui. Quand on va avoir un enfant. Non, parce que souvent, quand on fait un enfant, on se dit « Ah là là, c'est joyeux ». C'est joyeux, c'est un projet de couple, on va renforcer, on va vraiment se renforcer en tant que famille, on va devenir une vraie famille. Et ce qu'on n'anticipe pas, c'est que avoir un enfant, ça met en exergue toutes les difficultés internes, et donc chez deux partenaires. Et donc en fait, ça va se confronter, on a un système de valeurs, le rôle qu'on a dans les familles aussi va d'un coup devenir beaucoup plus important, parce qu'en fait, en devenant parent, on change de rôle aussi en fonction de ses propres parents. Et donc ça peut venir se confronter beaucoup et générer beaucoup de désaccords. Alors derrière, le conseil, mais ça on l'aura deviné, c'est de poser à la fois à soi-même et entre soi des questions, de s'écouter mutuellement. Et alors vous nous recommandez très vigoureusement de pratiquer, vous savez ce que je vais dire. J'attends. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas, j'adore. Bah si, vous nous recommandez très vigoureusement de lire Marshall Rosenberg et de pratiquer la communication non violente, la CNV. Ça marche comment? Les grands principes en 2 minutes de la CNV. Les grands principes, ça va être dans une logique de... Bon, en fait, quand on a des problèmes de communication, on dit toujours « Ah, la communication, c'est très important ». Alors oui, moi je suis évidemment partisane de ça, hein, mais encore faut-il savoir comment bien communiquer. Parce que si on a des petites phrases assassines à longueur de journée, on communique, mais en fait, on ne communique pas de manière constructive. La communication non violente, elle vient amener ça, elle vient amener la possibilité de se dire, tiens, en fait, pour relationner avec quelqu'un, je vais parler précisément, donc le premier pôle, c'est vraiment de décrire la situation qui est compliquée et qui pose problème. Ensuite, de se dire, ok, ça met en un problème par rapport à certains de mes besoins.
Par exemple, là, je me sens pas écoutée, ou par exemple, je peux même pas répondre à mon besoin fondamental de prendre une douche ou de manger, etc. On parle de ses sentiments, en fait, et on parle en soi, en fait, on parle de soi, on va pas parler de l'autre. Et ensuite, de pouvoir mettre en évidence une demande particulière, en fait. Et c'est ça la grosse différence, c'est que en discutant vraiment des sujets, en détricotant un peu les situations étape par étape, c'est ce qu'on appelle le OSBD de Marshall. J'étais en train de l'ouvrir à la bonne page. Le O, c'est l'observation. C'est ça. Vous les avez prises à ces étapes. Voilà. S, sentiment. C'est ça. B comme besoin et D comme demande. C'est ça. Et en fait, en décryptant ça comme ça, on peut accéder plus profondément en fait, à une communication où on va faire état de tous les éléments qui sont nécessaires pour que ça se passe mieux. Devenez le parent que vous souhaitez. Il y a un sous-titre, aidez-vous à vous comprendre, acceptez vos limites, créez une relation sereine et bienveillante avec vos enfants. C'est signé Natacha Butzbach, psychologue spécialiste en périnatalité, qu'on retrouve juste après l'anti-sèche. Dans Vercingétorix, que signifie le suffixe rix? Dominique Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, historien, professeur des universités, président de l'INRAP, l'Institut national de recherches archéologiques préventives, et vous publiez aux éditions du CNRS dans la collection À l'œil nu Histoire ce super ouvrage intitulé Les Gaulois, avec également de belles illustrations. Alors, rix, vous avez une idée, vous, de rix? Aucune. Eh ben moi non plus. Je l'assume. Vous êtes gentil. C'est le roi, c'est le roi. chef. Ouais. Mais Vercingétorix, c'est le roi des guerriers valeureux. Donc, en fin de compte, c'est probablement pas son nom de naissance, mais son nom qu'il s'est donné comme chef de ces guerriers quand, effectivement, César essaie d'envahir la Gaule et donc, lui rassemble les autres chefs gaulois, les autres rix, et on s'en fait là, en tête. On va dire un mot de Vercingétorix, mais des rix, il y en a plein. Ah oui, bien entendu. Il y en a autant effectivement autant que de peuples et qu'autant de chefs dans ces villages. Voilà. Et c'est peut-être d'ailleurs, on va parler d'Astérix et Obélix d'ici la fin de la semaine, mais Assurance Tourix, par exemple. Voilà, non, mais ça on le rajoute. C'est pas vraiment un roi. C'est pas vraiment un roi, mais là, à mon avis, c'est Uderzo et Goscinny qui ont essayé effectivement, et aujourd'hui Chabat qui essaie de décliner un petit peu tous les rix. Vercingétorix, que sait-on de ce chef gaulois? Alors, il y a un paradoxe. Il est né probablement en 86 avant Jésus-Christ, vu que quand César le rencontre, il nous dit qu'il a une trentaine d'années, mais on ne connaît rien de sa naissance. On sait qu'il est mort dans les prisons de Rome, donc ça c'est terrible. Et ensuite, presque tout ce qu'on connaît de lui, c'est grâce à César. Et la question que je pose, mais sans vouloir bousculer notre identité nationale, c'est de savoir s'il n'a pas été fabriqué par César. Alors il existe vraiment. Alors fabriqué par César. Oui, il existe vraiment. Il essaie de rassembler pour lutter contre l'envahisseur romain, entre guillemets. Mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Probablement. Il s'entend plutôt bien avec les Romains. Probablement même qu'il a été en Italie, qu'il connaît un petit peu ce milieu-là. Et sans doute que César, à un moment donné, se le choisit comme ennemi public numéro 1. Il a besoin, pour conquérir la Gaule, de moyens. Il a besoin d'argent qui lui proviennent de Rome. Et à ce moment-là, il est obligé de désigner la personne contre qui il lutte. Et là, il dit, il y a un type terrifiant, sanguinaire, un guerrier atroce, c'est Vercingétorix, donnez-moi de l'argent. Exactement. Et il dessine un peu ce portrait robot. Effectivement, il se frotte contre lui de temps en temps, mais quand il veut le saisir, à Alésia, ça se fait relativement de manière simple, mais ça permet à César de revenir à Rome avec Vercingétorix comme prisonnier, de le promener comme un trophée dans les rues de Rome. Quelques années plus tard. Mais en fin de compte, à ce moment-là, la guerre des Gaules autour de Vercingétorix est peut-être un montage, un scénario par César. Et paradoxalement, la République française aura fait de Vercingétorix un héros se perdant magnifique. Parce que c'est un personnage aussi construit notamment par les historiens de la Troisième République, avec toute une image, c'est l'image romantique. Effectivement, c'est le jeune, dans la trentaine d'années, qui résiste à l'envahisseur, qui essaie de rassembler ces populations qui étaient disparates, peut-être pas très obéissantes, voilà, ces réductibles, le Gaulois, réfractaires et autres. Comment on dit? Non, il disait pas réfractaire, il disait le Gaulois. Irréductibles, et on a ces éléments-là, et donc on rassemble un petit peu ces populations-là, et on essaie ensuite de leur trouver un chef, et de s'assimiler à ce chef-là. C'est Napoléon III qui jouera ce jeu, et d'ailleurs, à Alise-Sainte-Reine, à Alésia, il y a la statue de Vercingétorix. En majesté. En majesté. En plus, elle est immense. Elle est immense, et le visage est celui de Napoléon III. Ouais.
Quand même. Quand même. Dominique Garcia, merci beaucoup. Les Gaulois, c'est dans la collection À l'œil nu, histoire des éditions du CNRS et les illustrations dont je vous ai parlé sont signées Jérémy Perraudot. On se retrouve demain. Voici la question à laquelle on répondra demain. Si vous puisez vos seules connaissances sur les Gaulois dans la lecture d'Astérix et Obélix, c'est un petit peu mon cas, que connaissez-vous vraiment des Gaulois? Réponse demain avec Dominique Garcia. Pour l'instant, grand oral, Natacha Busbach. Natacha Busbach, quand on élève ses enfants, il y a la pression, on l'a dit, des réseaux sociaux, pas forcément saine éventuellement. Si on suit votre compte sur Instagram, par exemple, c'est normalement plus sympa et moins terrorisant. Mais il y a aussi des recommandations très sérieuses des autorités de santé, des médecins, notamment sur l'allaitement, sur les écrans, sur l'alimentation. Et ça, c'est à la fois des recommandations qu'il faut suivre. Elles sont fondées sur des études statistiques, des grandes séries, tout ça est vrai. Ce que vous leur reprochez quand même un peu, c'est une formulation trop radicale. Oui, et aussi généralement la façon dont elles sont reprises et extrapolées par certaines personnes qui vont communiquer sur le sujet. Et donc se retrouver avec des personnes qui vont se retrouver vraiment coincées entre le mal-être qu'elles peuvent ressentir, de devoir respecter coûte que coûte certaines recommandations, et le fait de ne pas avoir de possibilité pour les assouplir. De se dire, mais en fait, si je ne ressens pas la possibilité de le faire, comment est-ce que je peux faire pour bien faire quand même? D'une manière générale, d'ailleurs, c'est ce que vous dites, les recettes toutes faites, ça ne marche pas. Non, sinon ça se saurait en fait. Sinon tous les. Enfin, vous êtes un certain nombre à penser. Alors sinon... je dis pas vous parce que précisément on aura compris que c'est pas votre style, mais il y a un certain nombre de personnes qui quand même prétendent les posséder et les imposer. Le problème c'est que souvent c'est les gens qui ont des choses à vendre. C'est ça. Marchandisation accélérée du secteur de la parentalité. On avait reçu Clara Georges cette semaine qui disait que c'était 20 millions rien qu'en édition, 20 millions d'euros par an. En somme, il ne faut pas être dogmatique. Quand on a un doute, on consulte plutôt un professionnel que son smartphone ou alors des comptes. Comme le vôtre. Cette pression portée par les réseaux, elle accroît le poids des comparaisons avec les autres et de la comparaison à la compétition, il n'y a qu'un pas. Et là aussi, on se fait du mal. Oui, parce qu'en fait, l'avantage des réseaux, c'est qu'on peut avoir accès à plein de choses, plein d'informations, plein d'idées. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a qu'une lorgnette très limitée sur ce qu'il y a dans la vraie vie des parents. Et donc, quand on a des personnes qui vont évidemment sur les réseaux mettre en grosse majorité ce qui va très bien, ou leurs super idées des 3 derniers mois, et en fait on a l'impression que c'est ce qu'elles font toutes les semaines, ça met une pression qui est complètement dingue en fait. Avec des risques documentés, c'est pas une position morale que vous avez là. Vous écrivez que la comparaison sociale sur les réseaux, elle est associée à un plus haut niveau de dépression postpartum. Oui. Oui, parce qu'en fait, quand on se rend compte qu'on a plein de mères qui postent des photos absolument adorables et mignonnes avec leur bébé où elles ont l'air extrêmement épanouies, si nous, on a l'impression d'être une mère un peu médiocre, on se dit mais ça se trouve mon enfant serait mieux sans moi, c'est des pensées qui existent pour de vrai, on se dit mais en fait moi je ne renvoie pas à cette vie-là, mon enfant sera jamais heureux avec moi finalement, et ça peut en fait générer vraiment encore plus de mal-être. Une des clés, c'est de se chercher des amis, au minimum des soutiens, mais dans la vraie vie, et il y en a, dites-vous, beaucoup plus qu'on ne le croit, il suffit d'y aller. Alors, potentiellement, oui. Après, évidemment, ça peut être compliqué. Si on est atteint de troubles anxieux, par exemple, ça peut rendre les choses de plus compliquées. Mais on a tendance à se dire, à tout garder pour soi. Et dès qu'on ouvre un peu la parole, on va trouver des gens qui vont avoir des émotions partagées. Et même si on n'a pas le même cercle social, même si on n'a pas la même vie, on peut retrouver et créer des ponts avec des personnes. Autre conseil qui a déjà été évoqué cette semaine avec la journaliste Clara Georges, c'est qu'il faut vraiment apprendre à vivre avec ses propres contradictions. Oui. On a le droit d'avoir ces contradictions, c'est pas un drame, et nos enfants y survivront, globalement. Mais parce qu'en fait, la vie est faite de contradictions, la vie est faite, on est plein de dissonances cognitives, on peut avoir des valeurs extrêmement proches, et finalement se dire, en fait, dans la concrétisation, notre support social et sociétal est fait de telle manière qu'il y a des fois où on doit transiger en fait sur des choix, sur des valeurs, parce que c'est pas faisable à ce moment-là. On parle souvent de la place des pères dans la parentalité, de la répartition des tâches domestiques ou éducatives. Vous dites, je vous cite, que l'égalité au sein du couple, c'est souvent une recherche vaine. Si on arrive à l'équité, c'est déjà bien. Oui. Pourquoi c'est une recherche vaine ? Parce qu'en fait, on ne vit pas les choses de la même manière. Le statut social tel qu'on nous le fait aujourd'hui encore, on ne peut pas dire on va chercher l'égalité parfaite alors que les femmes peuvent avoir un congé maternité qui est certes déjà trop court mais qui est plus long que celui des pères pour l'instant. Le milieu social dans lequel on évolue fait que les mères vont se libérer et on va être éduqués de cette manière-là à se libérer plus de temps pour s'occuper des enfants que ce qui est permis pour les pères socialement aussi. Donc en fait, c'est très difficile de manœuvrer là-dedans. Et c'est encore une autre injonction de se dire il faut absolument avoir quelque chose de très paritaire, des choses comme ça égales, et de dire ok, l'homme doit faire autant que la femme dans un couple, dans le cas d'un couple hétérosexuel. C'est très compliqué parce que comme on n'est pas élevé comme ça non plus, on vient aussi se heurter à
j'aimerais bien que, par exemple, typiquement, j'aimerais bien que mon conjoint fasse plus, mais quand il fait plus, on m'a appris aussi à me dire, mais en fait, s'il fait pas parfaitement bien, c'est quand même moi qui vais être tenu responsable. Et donc on a tendance à baliser d'autant plus aussi, et c'est ça aussi qui peut être aussi très compliqué. Toujours au chapitre des relations du couple, il y a une phase qui peut être très douloureuse pour l'un ou pour l'autre, c'est le rejet de la part d'un enfant. Oui. Et là vous dites, respirez. Oui, ça arrive dans toutes les familles. Vraiment, c'est un motif de consultation, moi, que j'ai beaucoup. C'est vrai ? Ah oui, énormément. Parce que c'est très déroutant d'avoir d'un coup un enfant qui vous rejette complètement, etc. C'est extrêmement fréquent. Parce que c'est, encore une fois, en fonction de comment ça s'est passé dans la création des liens, comment l'organisation familiale se fait, est-ce qu'on a plus de temps ou moins de temps avec l'enfant, est-ce que, par exemple, il y a eu une grosse dépression postpartum qui a fait qu'il y a eu une espèce de moment où émotionnellement c'était plus compliqué et donc, en fait, l'enfant s'est raccroché à l'autre parent, ou inversement, l'enfant s'est beaucoup raccroché aux parents qui n'étaient pas bien. Là aussi, ça va dépendre du tempérament de l'enfant, mais en tout cas, c'est extrêmement fréquent et ça passe généralement tout seul à partir du moment où le parent rejeté décide de tenir la corde de la relation. Et où l'autre... Et où l'autre laisse de la bien l'installer, il lui laisse une place. Il faut dire que l'enfant aussi n'a pas d'intention malveillante. En règle générale, c'est le cas. D'ailleurs, il est en train d'envoyer un message, il ne se rend pas compte, il n'a pas conscience, le tout petit. Pas du tout. Il est en train de faire du mal comme ça. Ah oui, non, pas du tout. Non, généralement, c'est juste, il fait, les enfants sont quand même très dans l'impulsif et dans le juste répondre à leurs besoins. Ils sont, de par leur construction, et c'est normal qu'on s'est tous construits comme ça, très égocentrés. Ils vont penser à leurs besoins, ils ne vont pas réfléchir à la peine qu'ils vont faire à l'autre parce qu'ils n'ont pas la mesure à cet âge-là, et pendant très longtemps, de prendre en compte tous les éléments extérieurs et de faire attention à protéger les autres, quoi. Écho à la célèbre phrase de Freud sur le fait qu'on est forcément un mauvais parent, vous suggérez de déconnecter son estime de soi et son ego des comportements de nos enfants. Oui. Parce que vous dites, de toute façon, ils vous en voudront pour quelque chose, donc... Oui. Zapper. C'est un peu ça. Et puis, de toute façon, nous, notre rôle de parents, c'est pas forcément de rendre nos enfants heureux à tous les instants et de chercher qu'ils nous aiment, qu'ils aient des démonstrations d'amour envers nous. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte de répondre à leurs besoins, qu'ils apprennent à relationner, et puis aussi de se dire, forcément, en fait, nos enfants, ils vont pas apprécier les choix qu'on a pris à un instant T, parce que eux, ils vont voir ça d'un effet rétroactif et dire en fait, vous auriez pu faire autrement. Mais en fait, nous, à l'instant T, on a fait ce choix-là parce que c'est ce qui nous semblait le plus adéquat avec les éléments qu'on avait à ce moment-là. Et c'est comme ça. On a parlé de la communication non violente. Un mot sur l'éducation non violente. Elle s'exprime par une politique publique de lutte contre ce qu'on appelle les VEO, les violences éducatives ordinaires, qui est une politique publique évidemment positive. Mais là encore, vous dites attention au poids des injonctions. Tendre vers la non-violence éducative, écrivez-vous, ça peut devenir un enfer pavé de bonnes intentions. Oui, en fait, moi, évidemment, je suis tout à fait partisane de ça. Et de toute façon, aujourd'hui, dans la loi, depuis le 10 juillet 2019, on est censé avoir une éducation non violente. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'encore une fois, on n'a pas de support sociétal par rapport à ça. Il n'y a rien qui est mis en place. Cette loi, elle est passée depuis presque 6 ans maintenant. Il n'y a rien qui a été fait pour permettre aux parents d'accéder à ça. Alors, il faudrait quoi ? Il ne faudra pas former les parents, mais les informer au moins. Je pense. Le travail de la PMI, ce qui peut se passer dans les maternités, ce qui peut, de la même façon qu'il y a une préparation à l'accouchement, une préparation... Ce serait tout ça. Moi, je rêverais que tous les parents puissent accéder à des ateliers sur la parentalité à partir du moment où c'est même en anténatal, en fait. Et qu'ils puissent avoir des rendez-vous réguliers. Et aussi... Abonnement obligatoire à votre compte Instagram. Ça, non, vraiment excellente pas. politique, c'est gratuit. C'est gratuit. Bon. Mais j'aimerais bien que les gens puissent échanger vraiment et parler de leurs difficultés parce que l'éducation non violente, mais c'est comme la communication non violente. En fait, on n'y a pas été. En fait, c'est pas ce que nous, on a reçu. Beaucoup d'entre nous ont vécu des punitions, des injustices, des moqueries, des humiliations. Et malheureusement... on croit qu'on éduque comme ça. On peut croire que c'est comme ça qu'on éduque. Et il y a même des gens qui vont dire qu'on ne peut pas éduquer sans punir. Et il y en a qui le disent. Oui, alors que moi je vous dis... psychologues oui, mais ça, moi, personnellement, par exemple... Oui, je n'ai jamais été punie de ma vie. Je n'ai jamais reçu la moindre punition de la part de mes parents. Je vais vous en parler parce que... On évite aussi de s'enfermer dans des stéréotypes. Vous rappelez le poids des croyances limitantes et des biais de confirmation. Vous avez d'ailleurs utilisé la notion de biais cognitif tout à l'heure en passant. C'est quoi ? En fait, c'est le fait de se dire, on va avoir la croyance qu'on n'est pas capable de faire certaines choses et donc on va s'enfermer dans ce type de fonctionnement-là. Tout à l'heure, je parlais de dissonance cognitive, en effet, en disant, en fait, on s'engage vraiment dans une voie, donc si on en change, on se dit qu'on a mis trop d'énergie dans cette voie-là. Et on peut se dire, en fait, à partir du moment où on s'empêche et on peut créer des croyances... limitantes. Ouais, ça, et puis des prophéties autoréalisatrices. On va avoir beaucoup peur de quelque chose et
Cette chose finit par se réaliser. Bah oui, parce que comme on l'a toujours dans la lorgnette, en fait, on va être dans un état anxieux généralement, et malheureusement, on va générer, sans le vouloir, des comportements qui vont nous faire rejoindre cette cible, malheureusement. Allez, un dernier sujet pour montrer que votre livre aide à lever tous les tabous, c'est le sujet de la reprise des relations sexuelles après l'accouchement. Et là encore, vous dites, il y a plein d'injonctions sociales. Faites gaffe, vous ne vous laissez pas déprimer. Oui, parce que dans ce qu'on entend, c'est généralement, après 6 semaines, on peut y aller. Alors oui, pour les femmes pour qui tout va bien, par exemple, pourquoi pas, hein. Mais encore faut-il le vouloir. Et là aussi, c'est pas parce qu'on peut qu'on veut, et le consentement, il est valable à tous les âges, à tout le temps, et dans toutes les étapes de notre couple. Le couple n'est pas que... L'intimité passe d'abord par une intimité psychique avant d'être par une intimité physique. Et c'est une relation dynamique comme toutes les relations. Tout à fait. Natacha Butzbach, psychologue spécialisée en périnatalité. Devenez le parent que vous souhaitez. Oui, regardez, je vous remonte la couverture, elle est toute joyeuse, le bouquin est joyeux. Alors, comme vous l'aurez compris, il parle de plein de problèmes qu'on a mentionnés pendant l'émission. Mais il y a plein de solutions aussi. Aidez-vous à vous comprendre, acceptez vos limites, créez une relation sereine et bienveillante avec vos enfants. C'est chez Hatier Parents. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur le plateau de la Quotidienne. Merci aussi beaucoup à Dominique. On se retrouve demain pour continuer sur l'histoire des Gaulois. Pour l'heure, nous retrouvons Amélie Paris, professeure documentaliste dans le civil et chroniqueuse dans cette émission Les années collège. On parle maillot de foot. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris, professeure documentaliste au collège Maurice Utrillo à Paris, dans le 10e arrondissement, le 10e arrondissement, situé en REP. Plus. Bonjour Amélie. Bonjour Emmanuel. Oui, très bien. Il y a quelques semaines, vous nous aviez raconté la passionnante histoire des maillots de foot, pourquoi il y a des numéros, comment on les choisit. Aujourd'hui, vous allez nous parler toujours des maillots de foot, mais sous l'angle de la mode, et ça c'est une tendance que les ados adorent. Eh oui, et pas que les ados. Alors je vais vous parler plus précisément de la tendance bloc-corps, celle qui ne cantonne plus. Oui. Bloc-corps, c'est en anglais, c'est pas un truc qui bloque le corps. Oui, je vais vous expliquer après. Okay, non, en anglais. Donc, qui ne cantonne plus le maillot de foot de notre équipe préférée au soir de grands matchs, mais qui l'invite dans la rue et dans les cours de récréation. Une tendance donc parfaite pour la belle saison qui remonte à 2021 et qui s'est démocratisée grâce au hashtag bloc-corps, très en vogue sur TikTok, qui compte des millions d'occurrences. On dit bloc-corps, c'est bloc-corps, n'est-ce pas? B-L-O-K-E. E-C-O-R-E. Ouais, voilà, fin du suspense. Alors, c'est quoi cette tendance dont les ados raffolent? Il s'agit en fait de porter un maillot de foot vintage de préférence et d'une équipe mythique avec un jean ou un pantalon et une paire de baskets. D'accord. Je veux pas être désagréable, mais je le faisais par exemple dans ma jeunesse. Mais oui, non, rien de nouveau. Les maillots n'étaient pas vintage, c'était ceux de l'époque. Mais voilà, mais vous savez, Emmanuel, que la mode est un éternel recommencement. Alors, effectivement, combiner des vêtements de sport et des pièces du quotidien n'a rien de révolutionnaire. Et cette tendance du moment, en fait, est fortement inspirée par la nostalgie des années 90 et rappelle le look des groupes de Britpop tels que Oasis, mais on l'appelle aujourd'hui bloc-corps. Alors, pourquoi bloc-corps? C'est un terme qui a été inventé et popularisé par le fan de mode américain Brandon Huntley sur TikTok. Alors, ça vient d'où? Tout part d'une blague avec ses amis qui lui disaient qu'il ressemblait à un bloc avec son maillot de foot, donc un terme typiquement anglais désignant un type fan de foot. Et en lui ajoutant corps pour bloc-corps, on parle donc de tendance ou de style. Ok, donc bloc, c'est un mot d'argot qui s'adresse plutôt aux hommes. D'ailleurs, alors est-ce que cette mode, elle est à la fois populaire chez les garçons et chez les filles? Oui, elle s'est féminisée et elle a évolué donc ces dernières années en donnant naissance à un autre terme, la bloquette corps. C'est le féminin de bloc, bloquette, logique. Qui mêle deux esthétiques à l'origine complètement opposées, donc bloc et coquette. Et donc une tendance qui consiste maintenant à mélanger son maillot de foot avec des éléments liés à l'hyperféminité comme des nœuds en satin dans les cheveux, une mini-jupe plissée avec des collants colorés ou encore un baggy qui recouvre des escarpins à bout pointu. Éternel recommencement que la mode, mais ça évolue quand même parce qu'elle s'est éloignée de ses origines des années 90. Oui. Alors il faut dire que les hit girls comme Kendall Jenner ou Gigi Hadid ont participé à cette évolution, comme les marques de luxe et les créateurs, en faisant du maillot de foot une pièce phare des défilés. Si bien que certains portent même des maillots sans connaître le club qu'ils affichent. Oh, c'est péché, ça. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai quand même un message pour tous les ados et les collégiens du trio. Gardez bien vos maillots de foot, vous ferez des heureux dans quelques années, parce qu'on imagine bien que cette tendance sera de nouveau de la partie. J'aurais pu faire fortune, en fait, en gardant mes maillots de Saint-Étienne, de Nantes et des autres grandes équipes des années 70-80. Vous vous en souvenez. Mais Sochaux. Ça ne vous rajeunit pas totalement, Amélie, je dois vous avouer. Non, mais moi j'aimerais bien mettre Sochaux. Extraordinaire, les frères Révelli.
Et ouais, bon, allez, j'arrête là parce que sinon ça peut durer longtemps. Amélie, merci beaucoup pour ce portrait de tendance repéré dans la cour de récré et dans le CDI du collège Maurice Utrillo. Les années collège, c'est chaque semaine sur School TV. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Emma Zafarna-Lambeau au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission qui sont en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Angèle Jean Girard. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.